Je trouve que là, en le voyant, j'ai aussi eu l'impression que elle, comme Tom, en fait, étaient des personnages qui se posent des questions, contrairement aux autres. Pas contrairement aux autres, mais disons que au fond, à la fin, il parle d'arrogance quand il discute avec son père. Au fond, ils sont un peu arrogants tous les deux. C'est pas qu'ils sont arrogants, c'est qu'ils, dès le début, lui, il est présenté par la voix off comme un auteur, et lui-même dit à la fin, non, au milieu du film, il dit j'arrive à lire chez tout le monde. Mais en gros, toi, j'arrive pas à lire en toi, puisqu'elle, en effet, ne révèle rien de son passé, etc. Elle est juste, elle se donne, en un sens. Et même quand elle est violée à répétition, elle continue. Et donc, je pense que ces deux personnages se mettent un peu justement sur un piédestal intellectuel, et considèrent qu'ils sont au-dessus. Là où la vérité, disons, un peu misanthrope du film, me semble être un peu dans les mains de Stellan Skarsgård qui joue Chuck, et qui en fait lui révèle que lui aussi vient de la ville. Et en gros, il lui dit mais je sais très bien ce que tu viens chercher ici, et en fait tu vas pas le trouver. Il n'y a pas de différence entre une petite et une grande ville. On est tous des rapaces, quoi. Ma vision du personnage de Tom est un faux intellectuel, ce qui est montré tout de suite comme quelqu'un qui est finalement plus dans la pose. Il voudrait être, mais il ne fait pas. Et le moment où arrive Grace, ça va être pour lui utile à démontrer au monde qu'il est plus intelligent et qu'il va pouvoir les manipuler, en fait. Et son côté vraiment, intéressé, c'est-à-dire c'est pas que j'aime Grace, c'est que Grace me sert à quelque chose pour m'élever socialement et devenir ce que j'aimerais être, un écrivain, un philosophe. Mais ce que dit la voix off, c'est que en fait, sa vision de l'écriture, de la littérature, c'est l'illustration. Et ça revient sur la fin, d'ailleurs, où il le dit, il dit que l'un et l'autre, leurs illustrations sont différentes. Je pense que c'est assez parlant aussi sur la question de l'illustration. Parce que est-ce qu'un philosophe illustre, ou plutôt il argumente puis utilise? C'est inverser l'ordre logique de ce qui fait de convaincre quelqu'un, c'est de commencer par une argumentation, puis une illustration. Et lui, puis il inverse les choses. Comme si l'illustration, qui est finalement une espèce de décoration, de décorum, allait être la solution. Et de ça, on pourrait tirer des grandes leçons et prouver qu'il est plus intelligent du monde. Et d'ailleurs, c'est un peu de ce postulat que se déclenche cette espèce de mécanique diabolique, parce qu'en fait, au fond, il pose une mauvaise question. Il part sur un mauvais préjugé. Voilà, il part sur un mauvais préjugé, et tous les personnages ne se posent pas, donc, ou plutôt, de par la peur qu'ils ont, une peur qui est donc, inconsciente, invisible, etc., qui est cette arrivée du policier même, qui revient, donc qui leur fait poser la question, en fait une question morale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ou non garder cette femme. La peur les mène petit à petit à être de plus en plus immoraux, vraiment quasiment la rendre esclave, la torturer, etc. Et à mon avis, tout ça est déclenché par le fait qu'ils ont mal posé la question de la morale, ce qui fait qu'à la fin, et je trouve ça très pervers et très jouissif à la fois, en fait, on est très content de voir les gangsters, puisque les gangsters, en un sens, ils ont un code moral. Puis ça, c'est tout le rapport à la question de la religion, de la martyre, quoi, de la... oui, s'il faut souffrir dans ce monde pour qu'il aille mieux, et parce que je suis au-dessus de tout le monde, je vais le faire, en fait. Le rapport de Lars von Trier à la religion est extrêmement complexe, puisque lui dit qu'il a rejeté, en gros, la religion, mais au fond, on sent que disons, les questions morales liées à la religion obsèdent. Il convoque vraiment énormément de choses sur une forme extrêmement simple, en termes minimal dans les éléments qui sont présents à l'image. Et tout ça, pour moi, vient vraiment, c'est le mot culte que je vois. Vraiment, c'est un film sur le culte, quoi. Oui. Et sur la côté de quelqu'un qui vient du protestantisme, qui est d'une culture protestante en tout cas, mais qui est ultra rigoureux en fait, et dans sa façon d'envisager la religion. Et oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est sa manière, moi je trouve, en un sens, de déréaliser les choses. Donc là, il le fait, mais il le fait aussi, je trouve, dans le dernier film,
avec l'idée que justement le dernier film n'est pas situé dans le temps ou dans un lieu, ce qui est en fait un peu bizarre. En fait, je me suis posé la question pendant le film, avant de réaliser que justement cette manière de refuser de situer voilà, dans le temps et dans un lieu précis fait qu'en fait, plus profondément, il s'interroge, disons, sur l'âme humaine en général. Oui, l'universalisme. Et cherche une ampleur qui dépasse... Le côté fable. Sur la question des États-Unis, voilà, ce que dit Lars von Trier, c'est que on est tous, nous en tout cas occidentaux, nourris, malgré nous presque, de la culture américaine. Dans tous ces mythes, je pense qu'on ne peut pas vraiment y échapper, qu'on s'y intéresse ou pas. De toute façon, elle est parmi nous tout le temps, encore plus aujourd'hui, je pense, qu'à l'époque. D'ailleurs, la chanson de David Bowie, qui s'appelle Young Americans, et David Bowie était anglais. Et je pense que tout ça, sur la culture pop, tout ça fait écho. Il y a pour moi quelque chose dans ce film qui est extrêmement cohérent de A à Z, et qui englobe évidemment et éminemment la question politique, qui est à mon avis la base même du questionnement de Lars von Trier. Parce que la question de l'individu dans la société, là, c'est ça. Hein. C'est comment, enfin, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et qui a raison, qui a tort. Est-ce qu'on peut appliquer sa propre loi, ou est-ce qu'il faut s'en référer aux autres? Est-ce qu'il faut être plus malin pour écraser les autres? Est-ce qu'il faut mentir? La question du mensonge est toujours là. Pour moi, qu'il ait choisi les États-Unis avec des acteurs en plus qui viennent, pour certains, du cinéma américain classique, Lauren Bacall ou James Caan à la fin, ou d'un cinéma indépendant comme Chloé Sevigny, ou comme Ben Gazzara, ou Udo Kier, qui a joué chez Fassbinder. Il convoque, qui est pour le coup pas américain, mais il convoque des figures aussi dans les acteurs même du cinéma américain, et de tout ce qu'il a charrié avec lui. Je pense que tout ça est assez énorme, et j'adorerais penser dessus, mais pour moi tout fait sens. Je pense que ce film est encore plus provocateur que Nymphomaniac ou que le dernier film, parce que bien sûr dans ces films-là où il y a quelque chose de l'ordre de la violence et du sexe assez cru et sur des tabous, moi je pense que ce film-là peut parler à tout le monde, et être d'autant plus choquant qu'il nous, sans bien sûr même pas parler des scènes de viol, mais ces questions-là, je pense qu'elles rejettent tout un chacun à leur responsabilité dans justement le fait parfois de fermer les yeux, etc., au sein de la société. Et sur la question du dispositif scénique, il y a aussi tout le rapport à Brecht, du coup, avec la distanciation et aussi le théâtre épique, avec la voix off de John Hurt qui raconte, d'ailleurs qui illustre finalement, ou alors est-ce que le film illustre ce qu'il raconte? Encore sur la question de l'illustration. Je pense que le film est extrêmement ludique. Moi, je vois ça aussi comme un mélange par rapport à ce que tu disais, aussi avec le Cluedo, avec un jeu de table presque. Et je pense que je fais des digressions, mais j'imagine que certains auront aussi, comme moi, pensé au cinéma de Wes Anderson, qui est le contraire, parce que en termes de décor, Wes Anderson sur les décors, c'est foisonnant, là, bien sûr, il n'y en a pas, mais avec tout vraiment cette question de la maison de poupée, où on voit les gens faire des choses qu'on ne devrait pas voir normalement, en fait, qui sont de l'ordre de l'intimité, là, rompre la question de cette protection qui nous cache du monde entier, mettre les gens à nu, donc les voir même quand ils font rien d'ailleurs, ou quand ils devraient être cachés en tout cas. Ce dispositif permet de se concentrer sur l'essentiel, et de jouer à une maison de poupée géante finalement, avec, comme d'ailleurs elle-même achète les petites figurines où on a dit au début qu'elles étaient horribles, et puis après on les casse. Il y a tellement de choses dans tout ça, moi je suis un peu perdue. Sur l'idée juste de ça, moi je trouve que l'idée importante c'est la transparence en fait sur ce décor. Et justement sur l'idée que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a
ces personnages, en fait, que ce soit Tom ou Grace, il y a l'idée qu'ils sont là pour ouvrir les yeux des gens et leur montrer les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire de montrer une vérité qui serait cachée, etc. Pour moi, le dispositif scénique, en fait, nous permet ça. C'est-à-dire qu'il procède exactement de la même façon, ce qui est toujours un peu l'ironie, je trouve, chez Lars von Trier, c'est qu'il critique des tas de choses. Enfin, il met en évidence des tas de choses chez ces personnages que ces dispositifs, en fait, reproduisent totalement. C'est-à-dire que là, effectivement, on nous donne tout à nu, et avec justement ces variations de lumière qui donnent à voir, et clairement, à la fin, c'est un changement de lumière, c'est parce qu'il y a cette lune qui donne à voir dans sa laideur toute la ville, qu'elle va faire un choix, un basculement. Et ça, je trouve que c'est hyper beau dans le film. Et moi, je voulais vous demander tout à l'heure sur comment le film se situe par rapport à Manderley, que j'ai pas vu. Et je crois qu'il devait y avoir un troisième film, non? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il démarre plus ou moins sa carrière avec une première trilogie où on l'accuse de trop grand maniérisme ou formalisme et d'être déconnecté des personnages. Et du coup, il fait le dogme 95 un peu en réponse à ça, donc en voulant un peu mettre à nu justement son esthétique et travailler directement avec les comédiens, etc. Mais finalement, j'ai l'impression qu'avec ce film, il commence, et c'est toujours, il me semble, ce qu'il fait, à rassembler les deux. C'est-à-dire à avoir des élans formalistes incroyables, comme l'ouverture de Mélancolia ou la fin là, de The House of Jack Milk, tout en ayant parfois un dispositif très théâtral, une caméra portée, et même des improvisations avec les comédiens. Et je pense qu'il cherche comme ça ce double mouvement, mais que lui-même se fixe contrainte, rupture, et change de ton et de style. Et pour le coup, il finit pas cette trilogie parce que, d'ailleurs, il ironise, et il fait tout le temps ça aussi dans ses films. À un moment, il ironise parce que le personnage dit qu'il va écrire un livre. Il dit que ça va être en trois volets et ça, donc il le fait tout le temps. Et donc il parle de lui évidemment. Et il ne fera pas le troisième parce que Manderley est un énorme échec.